Lorsqu'un citoyen est arrêté, déféré devant la gendarmerie, pour être entendu, c'est à propos d'un acte posé ou des propos tenus qui sont constitutifs d'une infraction. Et à cette date, au moment de son audition, jusqu'au bouclage du dossier, on nous a notifié aucune infraction. Donc il a été entendu sur le contenu des 2 postes. Ce qui était quand même une curiosité. Parce que pour être arrêté, il faut légalement qu'on vise un texte qui est violé. Ce qui n'était pas le cas. Donc le dossier, il a été placé en garde à vue, en position de garde à vue, et déféré le lendemain mercredi. Et mercredi également, j'ai été à la CAF, aussi bien le matin lors de son arrivée, comme d'habitude, pour le voir, c'est les salam alek d'usage, pour lui dire, bon, je vais revenir à 16h, parce que les auditions, en principe, sont programmées à 16h. Donc on suivait également le matin, et je suis revenu l'après-midi. Et jusqu'à 17h, il n'y avait rien, et on nous a indiqué qu'il y avait un retour de parquet. C'est-à-dire, en principe, il devrait retourner au commissariat central, parce que les retours de parquet se passent au commissariat central. C'est là-bas où ceux qui sont en position de déferment dorment. Maintenant, contre toute attente, il ne s'agissait pas d'un retour de parquet pour la première fois, le mercredi. Ce qui s'est passé, c'est un retour à la section de recherche pour une enquête complémentaire. Donc, ce n'était pas un retour de parquet. Mais moi, je pensais que c'était un retour de parquet. Parce qu'on m'avait indiqué au départ. Et d'ailleurs, quand on m'a posé la question dans la presse, j'ai dit qu'il fait l'objet d'un retour de parquet et il va dormir au commissariat central, comme de principe. Mais ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'un retour à la section de recherche pour une enquête complémentaire. Quand je l'ai rencontré à la cave, il avait l'air détendu. Et après une discussion, parce que je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'on te reproche, il dit que lui-même il ne sait pas. Alors je lui ai dit, écoutez, moi je considère que cela est une intimidation et que certainement après la finale, ils vont te laisser partir. C'est comme ça que je lui ai dit, peut-être un peu trop naïvement d'ailleurs, puisque quelques minutes après, eh bien, on m'a demandé que oui, il doit répondre au doyen des juges d'instruction. Je suis tombé de nuit. Et donc, quand on est arrivé devant le juge, le doyen, et que l'inculpation, l'infraction pour laquelle il est poursuivi a été notifiée, lui-même n'y comprenait absolument rien. Et c'est juste pour dire que Amnesty International a considéré que, premièrement, Guy Marius Sagna, au regard de la déclaration de 1998 sur les défenseurs des droits de l'homme, que Guy Marius Sagna remplit tous les critères pour le qualifier de défenseur des droits de l'homme. Et que, de ce point de vue, il doit bénéficier de la protection que tout défenseur des droits de l'homme doit avoir. Et de ce point de vue, l'État, qui est le premier garant des libertés fondamentales, devrait assurer, n'est-ce pas, sa protection. Or, dans le cas d'espèce, mon excellent confrère l'a dit, Maître Moussa Sarr et Maître Amadou Ali Kane, et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux confrères Amadou Sow et Babacar Ndiaye, qui sont également constitués pour Guy Marius Sagna dans le cadre de cette procédure. Vous dites arrêter le 15 juillet, il a été en détention jusqu'au 19. Et mon confrère vous l'a dit, sans qu'aucune charge ou qu'aucune infraction ne lui soit notifiée. Nous considérons cela comme une détention arbitraire. Et nous estimons que si aujourd'hui il est en train de subir ce sort, c'est parce que simplement c'est un défenseur des droits de l'homme. Que de ce point de vue, il doit être protégé. Et aujourd'hui, nous considérons également que même si, dans le cadre d'une procédure judiciaire, on peut valablement comprendre qu'il puisse être inculpé, parce que le doyen des juges d'instruction a reçu un dossier, un réquisitoire, puis il a demandé de l'inculper et de le placer sous mandat de dépôt. Aujourd'hui, j'estime que Guy Marius Sagna, de par sa notoriété, mais également par le sens de responsabilité qu'il a, il devait au moins, même s'il est inculpé, bénéficier, n'est-ce pas, de la
liberté provisoire sous contrôle judiciaire, puisque je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui pourrait, n'est-ce pas, se soustraire à l'action de la justice. Moi et mes confrères, en notre qualité d'avocat, on s'attendait à deux hypothèses. La première, c'était peut-être qu'on classe le dossier sans suite. Parce que lorsqu'on défend quelqu'un, on se prépare à toutes les hypothèses. Première, ça va être classé sans suite. Deuxième, c'est trois hypothèses d'ailleurs. Deuxième, il est entendu, on envoie le dossier au flagrant délit, mais il bénéficie d'une liberté provisoire. Troisième hypothèse, on le place sous mandat de dépôt, mais il est jugé en flagrant délit. Voilà ce qu'on a envisagé comme scénario du pire, parce que c'est ça un avocat. Il faut analyser toutes les hypothèses, du plus simple au plus complexe. Mais contre toute attente, à 13h15, on le fait monter devant le doyen des juges d'instruction pour l'entendre alors qu'on préparait la prière. C'était le jour de la finale de la Coupe d'Afrique. Il a été entendu, inculpé et placé sous mandat de dépôt sur la base de l'article 429 bis du Code pénal, qui vise un délit de fausse alerte au terrorisme. Donc nous étions surpris. Parce qu'à supposer par extraordinaire qu'il y ait infraction, mais il n'y a rien à enquêter. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une information judiciaire parce que le poste, il est là. Pour moins que ça, on saisit le flagrant délit. Qu'est-ce qui justifie, pour une évidence, entre guillemets, relativement au texte incriminé, qu'on aille pour ouvrir une information judiciaire? Donc nous étions surpris. Et il a été placé sous mandat de dépôt. Voilà un peu le déroulé du processus.